Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre webinaire. Donc, je suis en présence de Marie Audefort, qui est directrice pédagogique dans le domaine du Big Data, et en présence de Christopher Kermovan, qui est expert du machine learning. Donc, avant de débuter rapidement, en haut à droite, vous avez un bloc de conversation sur lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions au long du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra donc soit au fur et à mesure de la conversation, soit à la fin de ce webinaire. Voilà, donc vous avez également un espace de téléchargement dans lequel vous allez retrouver le bulletin d'inscription, si vous envisagez de vous inscrire, ainsi que le programme de formation détaillé. Et donc juste à droite de cet espace de téléchargement, vous avez les liens web, ce qui vous permet de retrouver des éléments sur le sujet. Voilà, donc je laisse la parole à Mario Daufort, qui va vous présenter l'intelligence artificielle. Bonjour, merci. L'intelligence artificielle, donc jamais une science n'aura fait autant débat, que ce soit en termes d'éthique, de juridique, sur l'avenir du travail, sur tous les aspects un peu RH, formation, etc. Et puis des avancées technologiques fulgurantes. Donc, comme disait Ray Kurzweil en 1990, c'est l'art de créer des machines capables de prendre en charge des fonctions exigeant de l'intelligence quand elles sont réalisées par des humains. Donc, si on voulait faire une petite perspective historique, le précurseur de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Donc, Alan Turing, il a établi un pont entre la formalisation mathématique et les automates à état fini, les fameuses machines de Turing. Et il voulait concevoir une expérience prouvant que l'intelligence de l'ordinateur pouvait être simulée en fait ne pouvait pas être distinguée de celle d'un humain. Et donc à partir de ce pari est né le test de Turing, qui est en fait un jeu d'imitation et qui est le précurseur des chatbots actuels. Donc c'est des personnes qui communiquent sans se voir, et uniquement par l'écrit. Et donc l'idée, c'était qu'un humain soit trompé complètement par une machine. Et donc le test a été partiellement passé en 2011 par Cleverbot, puis en 2014 par le programme Eugene Goldman. Et en fait, donc la machine simulait un jeune garçon russe qui répondait à des questions, et donc il a réussi à tromper 30% des interlocuteurs pendant plus de 5 minutes. Alan Turing, c'est aussi celui qui a posé en fait le principe un peu fondamental de la représentation des connaissances. Et en fait, l'intelligence artificielle est née en 1956 au congrès de Dartmouth. Donc l'objectif, c'était d'essayer de décomposer les problèmes en modules élémentaires, et des modules si simples qui pouvaient être reproduits par un ordinateur. Donc beaucoup d'enthousiasme au début, pas mal de choses autour de la résolution de problèmes. Donc des grandes espérances, l'apparition de l'IA symbolique. Et le problème de cette résolution de problèmes, c'est qu'on teste en fait toutes les stratégies, et donc on se heurte rapidement à des problèmes combinatoires. Et donc quand on se souvient de la puissance des ordinateurs de l'époque, et des langages de programmation très rudimentaires, les échecs sont venus assez rapidement. Et donc on a eu aussi l'apparition du langage Lisp, et les premiers travaux autour du perceptron. Et puis un renouveau avec le renouveau du machine learning, plutôt dans les années 90. Donc entre-temps, on a eu beaucoup de travaux sur la représentation des connaissances, avec les systèmes experts. Donc le problème de ces systèmes experts, c'est que les règles sont immuables, elles sont un peu comme des recettes de cuisine. Et donc on sépare en fait le processus de la connaissance, alors qu'en fait que notre intelligence, elle vient aussi de notre capacité d'adaptation. Donc c'est des systèmes qui n'étaient pas capables de s'adapter à de nouvelles problématiques.
Donc, si on regarde un petit peu plus en détail cette perspective historique, la première vague était plutôt basée sur la représentation des connaissances et le raisonnement. Donc, des systèmes très bons sur l'aspect raisonnement, mais assez peu capables de travailler en présence de l'incertain et qui n'avaient pas non plus de capacité de raisonnement. La deuxième vague est plutôt celle de l'apprentissage statistique, où on crée des modèles permettant de représenter les différents problèmes qu'on entraîne ensuite avec des données. Donc là, on a des bonnes capacités d'apprentissage et de prédiction, mais par contre, on a des capacités de raisonnement assez faibles. Et la troisième vague serait plutôt l'intelligence artificielle contextuelle, où on mixerait ces capacités d'apprentissage et de raisonnement. Les tendances et les enjeux de l'intelligence artificielle, on peut dire que le modèle économique pour les 10 000 prochaines startups, donc c'est Wild qui l'a dit en 2014, il est facile à prédire, c'est-à-dire qu'on prend X, on ajoute de l'IA et tout ce que nous avons électrifié, nous allons le cognitiser. Donc le marché est très très important. En 2016, en octobre 2016, l'intelligence artificielle a été définie comme priorité par l'administration Obama. À peu près dans le même temps, on a eu un programme développé par la Chinese Academy of Engineering sur Artificial Intelligence 2.0 avec des financements assez importants. Nous, on a suivi un petit peu plus tard et donc on a le Francia qui date de janvier 2017 où l'objectif c'est de fédérer un peu les chercheurs, les startups en IA et les entreprises qui ont des applications à vocation liées à l'IA. Et donc, on a tous les secteurs d'activité qui peuvent potentiellement bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle. Et puis, un contexte extrêmement favorable parce qu'on a énormément de données disponibles. On a des coûts qui ont diminué en termes de coûts de stockage, coûts de RAM. On a des ordinateurs de plus en plus puissants. Et on a eu aussi énormément de progrès au niveau logiciel et algorithmique. Donc tout ceci rend un contexte vraiment favorable pour l'émergence très très rapide de l'intelligence artificielle. Et donc la partie French AI, donc l'écosystème, donc on a à l'heure actuelle plus de 200 startups en IA en France. En termes d'investissement et de financement, en 2016, on était quand même qu'à la 7e position en termes de volume de financement. Et alors, si on regarde un petit peu globalement l'intelligence artificielle, donc on a la partie vraiment connaissance, avec tout ce qui tourne autour de la logique, des connaissances de sens commun, le raisonnement, avec du raisonnement incertain, probabiliste, à base de cas, logique, etc., spatial. On a la partie planification, donc beaucoup de travaux, notamment en planification en initiative mixte, et puis toute la partie apprentissage, fouille et extraction dont va vous parler Christopher. Donc sur ma partie qui va être un petit peu plus finalement applicative, la question qu'on se pose souvent, puisqu'on a ce principe qui est prendre n'importe quelle application, rajouter de l'IA et ça donne un nouveau produit, on peut se poser la question de est-ce que je dois vraiment utiliser de l'IA dans mon produit et est-ce que c'est vraiment le bon outil? Alors déjà, on va commencer par un exemple dans lequel il ne faut pas utiliser d'IA, et d'ailleurs en fait on n'en a pas utilisé, mais souvent la frontière paraît un peu ténue pour les gens qui ne connaissent pas vraiment les technologies. Donc sur le jeu d'échecs, on connaît les règles de déplacement, on connaît l'espace de possibilités, on a l'échiquier, on a les pièces, chaque pièce a ses règles de déplacement, on connaît les règles de fin de partie, donc on peut programmer finalement un jeu d'échecs. On peut programmer une machine pour qu'elle joue aux échecs. Donc là, on est dans un cas où c'est pas utile d'utiliser de l'intelligence artificielle puisque les règles sont connues. On peut écrire un programme pour réaliser la tâche, donc pas besoin de machine learning. Donc regardons maintenant un cas où c'est utile. Là, on a un autre problème, un problème qui est étudié aussi par la communauté scientifique depuis assez longtemps, c'est la détection de visage avec des applications assez importantes en identification, biométrie, surveillance, vidéosurveillance. Donc là, on peut se dire, voilà, je veux détecter les visages, rien que pour pouvoir reconnaître quelqu'un. Alors, comment est-ce que je fais pour détecter un visage? Je peux aussi donner des règles. Je dis, un visage, c'est composé de 2 yeux, un nez, une bouche.
Mais en fait, quand on a donné ces règles-là, on n'a pas beaucoup avancé parce que maintenant, il faut définir chacun de ces éléments. Comment est-ce que je reconnais des yeux, comment je reconnais une bouche ou un nez sur des images, sachant que la personne n'est pas toujours de face, on ne voit pas nécessairement les deux yeux, alors les règles ne sont pas évidentes. Donc là, les règles ne sont pas connues, il est difficile d'écrire un programme pour réaliser la tâche, donc là, c'est un cas favorable pour le machine learning, c'est-à-dire qu'on va dire, ce que je veux, c'est détecter un visage, mais je ne sais pas exactement comment je vais le faire, donc je vais donner des exemples d'images et des exemples de visages, et je vais laisser la machine apprendre. Un autre exemple qui aussi fait beaucoup parler de lui actuellement, et il y a vraiment une ruée de tous les constructeurs automobiles vers ces technologies, c'est le véhicule autonome. Alors un véhicule autonome, c'est quoi? C'est une voiture, mais en fait la voiture, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Ce que voit la voiture de l'intérieur, c'est l'image que vous avez sur la droite. Donc en fait, c'est par exemple une représentation GPS avec des cartes de la position de la voiture. Mais on doit aussi savoir tous les éléments, connaître tous les éléments qui peuvent apparaître dans une rue, des piétons qui peuvent traverser, des poubelles qui peuvent être renversées sur la route, une voiture qui peut arriver de la gauche ou de la droite, des camions, des cyclistes. Donc si on veut programmer un véhicule autonome, on va devoir programmer toutes les règles du code de la route, déjà qu'il faut s'arrêter au feu vert, au feu rouge plutôt, s'arrêter au stop et laisser passer les voitures sur une priorité à droite. Il faut programmer une description de tous les éléments qu'on peut rencontrer, donc il va falloir dire voilà, comment est-ce que je reconnais une poubelle. Une poubelle, elle ne va pas se mettre à traverser la route par rapport à un piéton. Et aussi donc tous les événements possibles. Donc là, on est finalement dans un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement coder tout ça, mais là, on va se retrouver devant un programme informatique qui va être très complexe, non seulement à écrire, et en plus à maintenir et à faire évoluer, puisqu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, des nouvelles règles de code de la route, ou des nouveaux véhicules qu'on peut rencontrer sur une route. Donc là, plutôt que d'écrire et de maintenir un programme très complexe, eh bien, on va dire à la machine, voilà, je donne des exemples, je conduis, et toi, tu regardes comment je fais pour conduire, et tu vas apprendre à partir de ces exemples, qui sont des exemples de conduite, à conduire une voiture. Troisième exemple aussi qui est un des domaines dans lequel l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée par les géants du web, c'est la recommandation personnalisée. Donc là, on est dans un cas de vente et de service en ligne qu'on appelle avec une longue traîne, c'est-à-dire qu'habituellement, ce qu'on voulait, c'était avoir un produit générique qu'on puisse vendre au maximum de personnes exactement le même produit. Et alors là, avec Internet et en fait avec les produits et les services numériques, ce qu'on peut faire, c'est adapter le produit à chaque personne, à chaque utilisateur. Et donc là, ce qu'on veut, c'est non pas avoir un produit générique pour tout le monde, mais faire un produit personnalisé pour chacun. Alors ça, évidemment, on va pas utiliser du personnel pour faire sur mesure un produit pour chacun, pour faire des recommandations personnalisées et regarder ce que chacun écoute comme musique ou regarde comme film, pour lui proposer des produits personnalisés. Donc là, ce qu'on veut, c'est finalement, à partir d'un produit générique, faire de l'adaptation et donc utiliser des algorithmes automatiques, soit de recommandation, soit d'adaptation des produits. Donc là, dans le cadre d'un marché à longue traîne, ce qu'on veut, c'est la personnalisation d'un produit ou d'un service pour un grand nombre d'utilisateurs. Alors, maintenant, si on regarde un peu les types de problèmes qu'on rencontre en machine learning, le fait de pouvoir les classifier, ça permet déjà d'orienter un peu la problématique pour se dire, est-ce que mon problème, il rentre bien dans un cadre assez connu de ce que sait faire le machine learning actuellement. Donc le premier type de problème qui est étudié depuis très longtemps, c'est la classification. Donc là, en entrée, on a quelque chose qui peut être un chiffre manuscrit, le chiffre 5, qui peut être une image avec des personnes ou qui peut être du texte. Et on va vouloir associer un label à cette entrée. Donc en entrée, on a notre signal, et en sortie, on a un label. Donc si j'ai une image de chiffre 5 et je veux reconnaître de l'écriture, je vais reconnaître que c'est un 5 qui est écrit, je vais détecter un visage, ou je vais classifier un texte pour dire que c'est du spam. Premier exemple, donc la classification. Le deuxième exemple, on a toujours quelque chose en entrée, qui va être notre signal d'entrée, mais cette fois-ci, ce qu'on veut reconnaître, c'est non pas un label, associer un label au signal d'entrée, mais une valeur. Donc on a par exemple les cours de la bourse, le cours du CAC 40, et ce qu'on veut, c'est prédire est-ce que le CAC 40 va augmenter ou baisser soit dans les secondes qui viennent, soit dans les semaines qui viennent. Donc en entrée, des valeurs, en sortie, une valeur, le cours du CAC 40. On a aussi par exemple un espace, lorsqu'on fait du jeu, on va évaluer chacun des coups possibles, et on va essayer de donner un score à ce coup, est-ce que c'est un bon coup ou un mauvais coup en fonction de la partie et de notre objectif de gagner la partie.
Et aussi une problématique très importante, et c'est celle sans doute qui génère le plus de chiffre d'affaires actuellement sur Internet, c'est la valeur d'un espace publicitaire. Donc il y a, étant donné un internaute, un site qu'il est en train de regarder, quelle est la valeur de cet espace et quelle est la publicité la plus appropriée pour cet espace publicitaire. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on va réussir, ce qu'on veut prédire, c'est une valeur. Ensuite, on a une problématique qui est un peu plus compliquée, c'est lorsqu'on va travailler sur des séquences. Alors généralement, en entrée, on a une séquence, et en sortie, on a aussi une séquence. Généralement, elles ne sont pas du même type, donc on peut avoir un signal de parole en entrée lorsque vous parlez à votre téléphone portable, et ce que vous voulez, c'est qu'il comprenne ce que vous avez dit, donc un signal de parole et la phrase qui a été prononcée. On peut avoir une phrase dans une langue, en anglais, et sa traduction en français, ou alors, le troisième exemple, c'était de la reconnaissance d'écriture, mais cette fois-ci sur une séquence, donc une séquence de mots écrits. Alors, si on passe au slide suivant, on a donc le quatrième type de problème sont les problèmes de clustering. Là, c'est plutôt des technologies qui sont utilisées lorsqu'on veut explorer des données. Donc, on a des données et on voudrait bien essayer de les comprendre, donc regrouper les éléments qui se ressemblent et essayer d'avoir une visualisation de nos données. Donc, typiquement, on a des éléments qui peuvent être soit des animaux, par exemple, soit des chanteurs ou des titres de musique, et on va vouloir les regrouper pour mieux comprendre comment sont organisées nos données. Et dernier exemple d'algorithmes de machine learning sur les algorithmes par renforcement. Alors là, on est dans un cas où en fait l'opérateur, qui est la machine, elle doit réaliser un objectif, mais c'est un objectif qu'elle va atteindre par un certain nombre de pas et d'actions qu'elle doit mener. Et la sanction, c'est-à-dire est-ce que l'objectif est atteint ou n'est pas atteint, arrivera uniquement à la fin de tout le processus. Donc si le robot doit empiler des cubes, il ne sait pas si la manière dont il fait chaque action lui permet d'avancer vers son objectif, et il aura la sanction, les cubes sont bien empilés uniquement à la fin. Donc là, c'est un type d'algorithme qui a beaucoup été utilisé dans les jeux et qui a montré des choses assez impressionnantes, puisque le dernier logiciel pour jouer au Go, en fait, qui a battu un champion de Go, était basé sur ce type d'apprentissage par renforcement. Alors, on a beaucoup parlé aussi des dernières tendances du machine learning, et une des dernières qui est le deep learning. Donc, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que le deep learning et comment ça se positionne par rapport aux techniques de machine learning, vous avez un premier système qui ne contient pas nécessairement du machine learning, c'est celui à base de règles, dont on a parlé un peu plus tôt, par exemple les systèmes experts. Donc là, on va coder de manière informatique, donc avec des règles qui vont être codées dans le programme. On va avoir une entrée, et ce qu'on va vouloir, par exemple, en fonction d'un certain nombre de symptômes observés, avoir une prédiction sur une maladie. Premier système, donc pas vraiment de machine learning. Si on passe sur un deuxième système, qu'on va appeler l'apprentissage automatique classique, donc on a toujours une entrée, mais cette fois-ci, on va essayer d'extraire des caractéristiques. Donc le signal, si c'est un signal d'entrée, on peut faire du traitement du signal pour essayer de le caractériser. Si c'est une image, on peut faire du traitement du signal sur l'image aussi pour la caractériser. Ça va constituer des caractéristiques qu'on va extraire avec des techniques de traitement du signal, par exemple. Et ensuite, on va avoir une fonction de prédiction qui, cette fois-ci, va être apprise. Donc c'est là que le machine learning commence à entrer en jeu, puisqu'on va donner des exemples à la machine, et à partir de ces exemples, elle va apprendre à faire des prédictions. Donc la fonction de prédiction est apprise. Troisième étape, cette fois-ci, c'est quand on va faire de l'apprentissage de représentation. Donc on se dit, plutôt que de coder à la main des extractions de caractéristiques pour dire à la machine, voilà, pour reconnaître un visage, il va falloir reconnaître quelque chose d'un peu allongé, un peu arrondi qui ressemble à un œil, on va dire à la machine, ok, maintenant on te donne des images, des exemples de visages, et tu dois apprendre toute seule comment se caractérise un visage en fonction de la position des yeux, du nez et de la bouche. Donc là, c'est l'extraction de caractéristiques qui est apprise, et on a toujours une fonction de prédiction apprise. Donc là, on est dans du machine learning avec apprentissage de représentation. Et le dernier aspect qui est donc le deep learning, c'est cette fois-ci l'idée que les représentations, on va vouloir faire des extractions de plus en plus complexes, donc partir d'extractions simples au départ, qui peuvent être juste de la détection de lignes, par exemple, sur l'image,
donc des lignes horizontales, des lignes verticales, et construire à partir de ces lignes des représentations de plus en plus complexes. Donc pour reconnaître un piéton, par exemple, dans une image, ben, on va reconnaître des lignes verticales qui vont peut-être correspondre à ses membres, quelque chose qui correspond à un cercle pour la tête, mais ces choses-là vont être assemblées pour avoir une représentation de plus en plus complexe du piéton. Et à la fin, on a toujours une fonction de prédiction. Donc là, on voit qu'on a des étages d'extraction de caractéristiques, c'est ça qui correspond au deep learning, et on peut en mettre autant qu'on veut pour avoir une extraction de caractéristiques de plus en plus complexe. Alors, on le voit en fait, cette extraction de caractéristiques de plus en plus complexe avec l'évolution des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones sont utilisés en apprentissage automatique depuis déjà assez longtemps. Mais les premiers réseaux qu'on a fait dans les années 80, donc c'était des perceptrons multicouches avec généralement 2 couches cachées, rarement plus que ça. Ensuite, dans les années 90, on a eu des réseaux à convolution qui ont commencé à travailler sur les images. Et là, on a commencé à faire de l'apprentissage de représentation. Donc on s'est dit, ben voilà, avec des réseaux à convolution de plus en plus profonds, on va commencer à interpréter les images et avoir des représentations plus complexes. Donc là, on avait typiquement de l'ordre de 4 à 5 couches. Et maintenant, les derniers réseaux, comme GoogleNet, sont des réseaux qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine de couches, voire 1000 couches. Donc ça, c'est des réseaux de plus en plus profonds. Il y a une course à la profondeur des réseaux. On n'a pas eu d'image. Bon. Donc sur la dernière, on a dit aussi que ce qui permettait de faire de l'apprentissage automatique, c'est la disponibilité des données. Alors sur ce schéma, on voit l'évolution de la disponibilité des données pour 3 types de données, les images en bleu, le texte en vert et la vidéo en orange. On voit que, en fait, dans les années 96, on a vu les réseaux à convolution, qui étaient les premiers réseaux profonds, travailler sur des images très très simples, des petites images de chiffres. C'est la base qui s'appelle MNIST, le premier rond. Et on voit que cette base, elle contenait moins de 100 000 images, mais déjà c'était une base assez importante à l'époque. Et on voit une évolution quand même assez importante, puisque l'échelle des ordonnées est logarithmique. Donc on passe de 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, voire 1 milliard de données. Et on voit cette évolution qui est vraiment constante dans tous les types de données. Sur le texte, c'est des bases de données de traduction automatique. Alors, on a maintenant des systèmes qui sont vraiment très performants en traduction automatique, basés sur des réseaux profonds. Mais pour atteindre ces performances, on a des bases de données énormes. Et c'est la même chose sur les images ou sur les vidéos, qui est aussi un type de données sur lequel on a commencé à travailler un peu plus tardivement, mais avec une croissance vraiment très importante des bases de données disponibles. Enfin, l'autre ingrédient nécessaire pour faire du machine learning, c'est des machines toujours plus puissantes, puisqu'on a des réseaux toujours plus importants, des données toujours plus massives. Et on va vouloir entraîner ces réseaux pendant plusieurs semaines sur des machines de plus en plus performantes. Et donc, en fait, aussi un des aspects qui ont fait le succès de ces technologies, c'est l'utilisation des processeurs graphiques, donc les GPU, qui étaient à l'origine utilisés pour faire du traitement d'images en vidéo, mais on les a utilisés pour faire de la reconnaissance, enfin pour faire de l'entraînement de systèmes de machine learning. Et depuis les années 2010-2012, on a aussi une croissance très très importante des puissances des machines qu'on peut avoir dans des machines, pas nécessairement des gros clusters de calcul, mais uniquement des machines qui contiennent des cartes GPU et qui permettent d'entraîner ces systèmes. Voilà. Alors, évidemment, pour entraîner tous ces systèmes, même si on a les données, si on a les machines pour les entraîner, et si on a les librairies open source qui existent maintenant et qui sont partagées par tous les géants du net, que ce soit Google, Facebook ou même Microsoft, on a 3 des ingrédients. Il reste un 4e ingrédient pour entraîner ces systèmes et faire fonctionner ces systèmes. En fait, c'est l'expertise humaine. Parce qu'une fois qu'on a tout ça, il faut quand même entraîner le réseau, donc choisir une architecture, savoir quel type de neurones on va utiliser, combien de neurones par couche, comment préparer les bases d'entraînement. Tout ça, c'est en fait un ensemble de pratiques qu'on acquiert généralement par l'expérience, mais il y a quand même un certain nombre de bases qu'on peut connaître, qu'on doit connaître pour les mettre en œuvre. Il y a savoir comment choisir les multiples paramètres, comment savoir que mon réseau a bien appris. Donc, toutes ces technologies, même si beaucoup de choses sont disponibles, à la fois données, machines et logiciels, nécessitent quand même cette expertise pour la mise en œuvre. Je reprends la main.
Donc aujourd'hui, Centrale Supélec Exed a construit une offre donc, qui permettrait de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc cette formation dure 2 jours. La prochaine session est prévue pour octobre 2017 et donc vous coûterez 1 950 euros. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on a des atouts avec une pédagogie innovante, un engagement qualité. Donc nous sommes certifiés ISO 9001 sur nos 3 campus et avec un système d'évaluation de nos formations qui se fait donc en amont, à chaud, puis à froid, pour qu'il y ait une amélioration constante de nos formations. Donc une présence nationale et internationale, ainsi que nos formations aujourd'hui allient management et technologie. Donc nous avons 4 catalogues, donc le leadership et transformation, performance des opérations, système d'information et digital, dans lequel vous allez retrouver la formation intelligence artificielle, et donc le dernier catalogue, c'est performance, énergie et système. Donc comment financer sa formation? Je vous propose pour cela de me contacter. Vous allez retrouver mes coordonnées, étant donné que c'est du cas par cas. Le financement d'une formation s'étudie au cas par cas, donc n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit par mail. Et pour postuler, on en discutera de vive voix directement. Et juste pour ajouter un petit mot sur la formation, donc en fait, sur les 2 jours, il y a une partie vraiment sur les enjeux, sur les différents cas d'usage liés à l'intelligence artificielle, et puis après un panorama à la fois des technologies de l'IA symbolique et du machine learning et une mise en situation. Donc des aspects pratiques aussi qui seront faits durant la formation. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail. Donc, nous n'avons pas eu de questions. Eh bien, merci à tous alors. Merci. Merci.